part les deux premiers arguments qui n'étaient pas vraiment prévus au programme, enfin, le temps ensoleillé ici, mais on a voulu, pour ces traditionnels stages, j'en doutais, un stage, c'est-à-dire ces choses inventées dans les années 50, 60, qui consistaient à prendre des films, à les disséquer, à les décortiquer, on a voulu cette année, parce que c'était Renoir, que c'était des films qui sont quand même très connus, de faire ça de façon studieuse. Donc, le samedi matin, le dimanche matin, et puis le samedi après-midi, ce soir, quartier libre, vous faites ce que vous voulez. Bon. Et on s'est dit un peu ça parce que il y a aussi parfois des moments où des gens viennent pour voir les films et puis se fichent un peu des discussions. Et nous, on avait envie d'être un peu plus cohérent et que ce stage en soit un véritablement qui démarre le samedi matin et qui aille jusqu'au dimanche midi. Alors, l'entreprise Renoir est une entreprise qui aura 2, 3, 4 étapes, puisque avec Jean, nous avons décidé de commencer par le début. On ne fera pas les Renoirs muets, peut-être qu'on les fera à l'Auditorium de Lyon avec Marc Perron qui viendra accompagner Nana ou la fille de l'eau, mais on commence par le Renoir des années 30, avec 4 films très très représentatifs de la période, dont La Chienne, son premier film parlant, et puis après on passera au Renoir des années 50, au Renoir des années 60, et on fera ça sur plusieurs mois, puisque la saison prochaine, évidemment, Jean reviendra. Les 4 films qu'on a choisis ont été choisis en fonction, comme d'habitude, un petit peu des disponibilités de copies, mais aussi Tony, par exemple, qu'on a failli ne pas avoir. Il y a quelques mois, Jean tenait beaucoup à ça, et vous allez voir en effet à quel point ce film, assez méconnu, qui n'a jamais vu Tony? Voilà, Jean. Hein, parce que c'est un film devenu, qu'on montre assez peu, et vous allez voir les résonances, au-delà de ses qualités intrinsèques de cinéma, les résonances qu'un film comme ça prend avec la société française d'aujourd'hui, en tout cas de la décennie. Et alors, cerise sur le gâteau, on finit demain cette splendide décennie années 30 avec la règle du jeu et avec un documentaire, un film d'analyse. L'agent sera relativement au repos puisqu'il sera sur l'écran, puisque c'est un film qu'il a réalisé lui-même sur une méthode d'analyse de la règle du jeu. Alors Jean Boucher est là, mais il ne parle pas, il ne présente pas les films. Il nous rejoint après. Je vais juste dire que pour nous c'est toujours un honneur de l'avoir. Vous vous y attendez, puisque chaque année il vient, parfois 2 fois par an, qu'encore une fois, il faut le redire, dans les années 50, 60, on s'est mis à analyser les œuvres, à se dire que, comme la littérature, comme la musique, les grands films de cinéma avaient besoin parfois d'être regardés, écoutés, analysés, disséqués, transformés par le discours, par le regard qu'on porte sur elle, et Jean Boucher en est presque l'un des inventeurs. En est l'un des inventeurs, presque l'inventeur de cette méthode, en tout cas d'une méthode douchettienne de la chose, que je vous laisserai découvrir juste après La Chienne. Je vous laisse avec Michel Simon et Jean Renoir. Bonne projection, à tout de suite. C'est partir ceux qui ne souhaitent pas assister à la discussion. Une discussion d'une bonne 45 de minutes. Enfin, on va aller jusqu'à 12h30 parce qu'on a forcément déborder un petit peu, mais c'est qu'après on rattaque à 14h, donc si on veut se sustenter un petit peu. Et là, comme à chaque fois, la question se pose, qu'est-ce donc que Jean a à nous dire sur le film? Tu veux une chaise ou... Tout à l'heure. Bon, toujours la même question traditionnelle. Ceux qui voient le film pour la première fois, c'est quand même quelques personnes. Bon, disons que c'est un film maintenant archi classique et qui a l'avantage, malgré son âge, de rester, en tout cas, à mon avis, un des grands chefs-d'œuvre de Renoir, en tout cas, presque son film manifeste, enfin, sur sa conception de la vie, sa conception de l'art, sa conception de la mise en scène. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux et dire mieux que Renoir dans ce film. Bon, maintenant, je vais commencer par une question, et puis après, on va démarrer. Bon. Et peut-être d'ailleurs, parce que comme on est un peu disséminé, n'hésitez pas à descendre, oui, bon, sauf ça, qui évidemment de rester au... Ça va aller, ça va aller. Mais normalement, ça va? Bon, je sais pas, une petite question comme ça pour démarrer.
Alors, tout simplement, pour rappeler que le film est donc une commande qui a été faite à Renoir, de traiter un roman de La Fauchardière. La Fauchardière était un romancier que vous connaissez tous évidemment, connu à l'époque pour être un naturaliste. Et il est intéressant évidemment de voir Renoir commencer, en tout cas le cinéma parlant, bien qu'il vienne de tourner juste avant, en parlant, pas une adaptation, carrément le filmage de la pièce de Feydeau, Purge bébé, d'ailleurs avec Michel Simon aussi d'ailleurs. Et là, le son lui permettant de développer ce qui l'avait toujours intéressé justement dans le réalisme et dans l'optique naturaliste du réalisme, bon, le roman de La Fauchardière lui a semblé intéressant à traiter. Alors, quand on connaît l'importance du naturalisme à la fin du siècle XIXe et au début du XXe, quand surtout on connaît l'influence qu'il a eue au cinéma, non seulement avant Renoir, mais aussi bien après Renoir d'ailleurs, et même encore aujourd'hui, il y a de relents de naturalisme souvent dans des films, en particulier dans les films français, mais Renoir, lui, s'est inspiré et a été très marqué d'ailleurs, même il a déclaré que c'est les films de Schroen qui justement poussaient très très loin cette conception du naturalisme, qui l'avait non seulement influencé, mais qu'il avait décidé à faire de la mise en scène, donc à passer au cinéma. Et ici, Renard fait quelque chose de tout à fait passionnant, c'est-à-dire qu'il prend donc ce roman, avec tous les clichés possibles du roman naturaliste, ne serait-ce que le souteneur, etc., la fille plus ou moins perdue, et même les conventions, la femme virago, enfin, toutes les conventions possibles qui, a priori, rendent invisibles ou en tous les cas inintéressants la plupart des sujets naturalistes. Et ici, c'est tout le génie de Renoir de les avoir complètement traités, mais avec une sorte de distanciation qui fait que vous quittez le naturalisme pour rentrer réellement dans la vie et la vérité. Pour cela, Renoir a travaillé le son, puisque, je répète, le film, donc, s'il n'est pas le premier film parlant, il est vraiment le premier film parlant de Renoir où il travaille le son, et encore aujourd'hui c'est stupéfiant, en 1931, et l'intelligence du son qu'il manifeste dans ce film. Entre parenthèses, vous n'avez pas un mot que vous ne comprenez pas, alors que vous avez dans des films modernes beaucoup de mots que vous ne comprenez pas. Bon, là, tous les mots sont parfaitement audibles, et est intéressant, bien sûr, la volonté de travailler la façon de dire le texte, qui introduit une distance aussi par rapport à ce que disent les personnages, car ce que disent les personnages, ça se dit en dehors du texte, et pas dans le texte. D'où le texte, par exemple, avec ces mots répétés de nos obligations, de mes obligations, de nos obligations, etc., où nous avons qu'à douer de vous, qu'à douer de vous. Bref, tout ce jeu de dialogue qui permet à ce moment-là de voir des êtres humains, comme c'est dit au départ avec le Guignol, et des êtres humains perdus, des pauvres êtres faibles comme tout le monde, comme c'était déjà aussi c'était au départ, et de jouer à fond sur la vérité de la vie. Moi, ce que je trouve magnifique chez Renoir dans ce film, c'est flagrant, c'est qu'il cherche à peindre non pas seulement la vie, mais comment ça vit la vie. Et c'est ça où c'est vraiment tout à fait étonnant. De voir dans toutes les scènes, sans exception, une vérité totale, tout en respectant absolument les conventions. Vous n'avez pas une scène qui ne soit pas conventionnelle a priori. C'est le traitement qui la rend tout à fait extraordinaire et en effet plus que plausible, je dirais réaliste, dans le vrai sens du mot réaliste. Alors voilà, si vous voulez, déjà une première base. Après, on peut évidemment
discuter de beaucoup d'autres choses, car Renoir, comme vous allez vous en apercevoir, et même dans un stage comme celui-là, je n'aurai pas le temps de tout développer sur Renoir. C'est un auteur trop riche d'une certaine façon. Bon, alors, je vous laisse peut-être maintenant parler, poser une question. Oui. Est-ce qu'on peut parler aussi de la théâtralisation de cette réalité, puisque là, il y a la mise en scène au départ du théâtre de marionnettes, les chanteurs de rue, les vues par la fenêtre, il y a une théâtralisation. Non seulement on peut, mais on doit. Ça, c'est rentrer là, déjà dans le style, dans l'écriture, et non seulement dans l'écriture, mais dans le sens de l'écriture. C'est-à-dire, dès le premier plan, vous avez en effet une petite scène de théâtre qui est simplement un guignol, et les marionnettes qui vont apparaître devant le guignol. Bon, vous avez donc une représentation théâtrale qui vous est, même si c'est guignol, qui vous est offerte. Mettant déjà l'accent chez Renoir que toute représentation, obligatoirement, appartient au théâtral, puisque ce que Renoir développe, c'est comme la célèbre pensée de Shakespeare, le monde est une vaste scène, donc la réalité du monde, donc la société et les hommes dans la société, sont toujours en scène et sont toujours en représentation. Ce qui introduit une chose importante chez Renoir, qui est souvent mal comprise, d'ailleurs par les spectateurs, qui disent ah, les acteurs jouent mal, ou en tout cas il y a des acteurs qui jouent mal, même dans ce film d'ailleurs. Or, ce qui est passionnant chez Renoir, c'est de dire ce ne sont pas les acteurs qui jouent mal, ce sont les personnages qui jouent bien ou mal le rôle qu'ils ont dans la vie. Bon, ici, Dédé joue son rôle, et il le joue mal. Et il le joue mal en croyant le jouer bien, parce qu'il le joue dans la convention de son personnage, étant donné que son personnage va être justement le mode Dédé, comme c'était tout à fait au départ. Donc il joue mal, c'est ça, le personnage joue mal ce que l'acteur joue bien du personnage qui joue mal. Et là, à partir de cette base-là, vous avez tout le cinéma de Renoir. Le personnage de Lulu, c'est la même chose. Le personnage de Michel Simon, lui, en revanche, joue bien. Et il joue bien sa médiocrité et son désir d'échapper à sa médiocrité. Et lui, je dirais qu'il est le seul à jouer bien dans un monde qui est faux d'emblée. Alors, si on parle théâtre, on parle représentation. Si on parle représentation, on parle aussi peinture. Car dès la base, vous avez le thème du peintre et de la picturalité. Avec le premier tableau que l'on aperçoit réellement, est un tableau extrêmement révélateur sur le personnage de Legrand, qui est le tableau où voit le Christ dans un café. Toute l'idée que lui-même, narcissiquement, se fait de son personnage dans un rôle christique, mais se sentant complètement exclu de la société et ne pouvant pas être intégré dans cette société. C'est encore dit au départ, il a une culture et des sentiments plus évolués ou plus sensibles que les autres, donc aux yeux des autres, il paraît un imbécile. C'est cette idée-là qui vous est transmise et qui va être jouée à fond. Alors, si vous prenez maintenant, revenons au théâtre, à la théâtralité, et c'était tout à fait logique que Renoir aussi vienne de la théâtralité, puisque à partir du moment où le cinéma devenait sonore, devenait parlant, il était logique que lui accepte le théâtre, alors que René Clair, à la même année, dans le même temps, et même Chaplin, avec lequel il dira d'ailleurs tes amis, refuse le parlant. Lui, au contraire, dit le parlant est absolument nécessaire au cinéma, et même c'est un ajout profond au cinéma. Donc, n'hésitons pas à utiliser la théâtralité et à la jouer avec toutes les possibilités qu'elle offre. Donc ça, c'est la première chose sur le théâtre. En même temps, il faut représenter cette théâtralité. Et pour la représenter, on va jouer l'art plastique, c'est-à-dire la picturalité. D'où l'importance chez Renoir, alors là, dans toute son œuvre, sans exception, des fenêtres et des portes, qui sont à la fois un double effet. Une fenêtre, c'est en effet, peut être ouverte sur le monde, donc c'est une scène de théâtre.
une porte, c'est aussi, vous avez vu dans le film, le nombre de portes. Et le nombre de scènes qui se jouent à travers des portes. Ou en tout cas, avec plutôt des portes qui circonscrivent la structure plastique et graphique qui vous est exposée. Il y a vraiment des cadres magnifiques dans le film. Quand on se dit que c'est fait en 31, d'une intelligence, d'une modernité absolument stupéfiante, je pense qu'on a trouvé un cadre au moment où Adèle va mettre son argent, enfin ses obligations dans l'armoire, et que vous avez la porte dans laquelle est montré le peintre en train de se peindre. Vous avez là des idées plastiques extraordinaires, mais qui sont aussi des idées théâtrales. Donc cette utilisation picturale et plastique de la composition fait que, par exemple, vous avez le sens même du premier plan. Le premier plan, c'est une composition purement théâtrale, avec le rideau de scène, etc. Et juste après, un plan assez étonnant, je dirais même... qui n'aurait pas dû être de Renoir, et qui donc devient très intéressant parce que justement il est fait par lui, c'est-à-dire commencer à mettre la caméra dans un remonte-là et à arriver sur la scène, donc de la remise de décoration, dans le cadre de ce remonte-là, et donc cinéma dans cinéma, théâtre dans théâtre, picturalité dans la picturalité, d'emblée. Et ça vous est donné en représentation. Toute la scène du repas est de ce point de vue-là magnifique, enfin du déjeuner. Quand vous reverrez le film, vous y ferez attention, elle est prodigieuse dans la façon d'exposer, là encore la façon de dire les dialogues. On dit un dialogue, on s'arrête, on redit un dialogue, comme si on ne se répond jamais, comme si les dialogues étaient suspendus comme ça à l'intérieur. Et puis aussi, l'idée par exemple, de traiter le grand. Comment montrer le grand? On va le montrer dans un travelling latéral. Et à la fin du travelling latéral, le personnage, alors que à cadreur, normalement, se serait arrêté sur le personnage le grand à gauche, là, défaut ou disons, pas défaut, faute professionnelle, la caméra continue et le personnage de Legrand reste à droite, dans le vide. D'emblée, picturalement parlant, visuellement parlant, on vous montre Legrand comme absolument en dehors même de la société et donc victime de cette société. Alors, tout le film se joue comme ça. Alors, évidemment, à l'intérieur du sujet, le traitement même de la picturalité, ce qui permet d'évoquer chez Renoir, qui quand même s'y connaît un tout petit peu dans le domaine, du monde de l'art et du monde falsifié des marchands de tableaux, qui ne sont pas autre chose, eux aussi, que des souteneurs et des faussaires. Donc vous avez une sorte de représentation de cette société 1931 qui est très intéressante, qui est d'autant plus intéressante que, bon, alors, évidemment, par exemple, la petite déposition du colonel qui, a priori, n'avait pas à être là dans le tribunal, et évidemment, ce colonel, bon, armée française, guerre de 14, tout ça étant dit aussi par le fait que Godard, pas Jean-Luc, mais a prétendu qu'il était mort à la guerre, alors qu'il était un déserteur. Bon, en 1931, époque de la Chambre bleue, c'est-à-dire la bonne droite extrême au pouvoir, inutile de vous dire que ça a profondément choqué, que le film a provoqué des manifestations, en particulier de l'extrême droite qui est débarquée dans les salles de cinéma pour demander la censure du film. Mais la déposition donc de ce colonel est de ce point de vue-là tout à fait passionnante, parce que il faut bien montrer la mentalité. Je trouve des moments qui me ravissent absolument dans le film, c'est en particulier la déposition de la concierge. D'abord avec l'intelligence profonde justement de cette réalité que Renoir veut représenter, une concierge donc qui normalement est une pipelette, et une pipelette dans son milieu doit prendre la parole devant un tribunal,
À ce moment-là, c'est plus la même parole. À ce moment-là, elle est profondément intimidée. Donc à ce moment-là, elle va être et faire un discours à la fin avec une façon de dire ce discours qui est magnifique dans une vérité absolue des personnages, disant les plus extrêmes banalités et évidemment comme un bon témoin, disant ce que surtout elle n'a pas vu, enfin disant ce qu'elle a vu et surtout ce qu'elle n'a pas vu, puisqu'en fin de compte c'est ça qui importe. Bon, je sais pas, amusez-vous comme ça, reprendre n'importe quel moment du film. C'est absolument prodigieux. En même temps, ce qui est très intéressant dans le film, alors là c'est vraiment fait sur l'écriture, c'est moins visible d'un point de vue scénaristique, bien que cela a été forcément écrit au moment du scénario. C'est-à-dire qu'en fait le film est traité comme une tragédie. Tous les éléments vont se répondre et revenir constamment dans le film. Par exemple, prenons un des moments les plus précis, la fenêtre par laquelle on va voir le meurtre de Lulu. Vous l'avez la première fois lorsqu'on la voit chez elle. Vous l'avez ensuite dans la peinture de la femme avec l'oiseau à la fenêtre. Et constamment, ça va revenir comme une sorte de répétition secrète qui, évidemment, ne peut que mener là où on va être conduit. Et dans le film, vous n'avez que ça. Par exemple, la première fois dont Lulu, quand elle quitte le grand, lui se projette dans ses bras avec une maladresse absolue. Et il faut vraiment être tout à fait crédule et inapte à la connaissance du monde comme le grand pour croire en son chéri qu'elle lui donne. Et quand elle va retrouver, ou quand elle va voir chez le marchand de tableaux, enfin la réception chez le marchand de tableaux, le mec qu'on lui apporte, comment elle peut faire simplement chéri, la même chose. Et tout le film est comme ça. Vous pouvez prendre détail par détail, tout le film se renvoie, se relaye, mais jamais, justement, le système du destin, ce fameux destin que les autres naturalistes français, à commencer par Carnet et quelques autres, vont travailler absolument, chez Renoir, c'est jamais du destin. Le destin est là, mais ce n'est pas du destin, c'est simplement des circonstances qui obligatoirement doivent aller là où on va. Mais ça n'est jamais traité, pas un seul instant, comme du destin. D'où la force permanente de ce film, qui, je répète, reste vrai de bout en bout, à partir de tous les artifices qui le composent. C'est, là encore, je crois, la démonstration du génie de Renoir, et ce qu'il faut voir dans un film comme celui-là, évidemment. Outre le plaisir qu'on y éprouve. C'est encore autre chose. Par exemple, parmi les scènes que j'adore, c'est... J'aime toutes, d'ailleurs. Une des scènes qui me ravit, c'est la visite de la copine qui rentre ensuite dans la salle de bain, etc. C'est une pure merveille. C'est tellement vrai sur l'époque. Enfin, je trouve magnifique aussi les rues de l'époque. Là, vous avez vraiment la sensation de voir le Paris de ce temps-là. C'était comme ça, Paris de l'époque. Et ça se sent tout de suite. Bon, je trouve magnifique, non pas sur la scène elle-même, elle est bien, mais je trouve magnifique la réception chez le marchand de tableaux, où d'un seul coup, vous avez la vision de ce que pouvait être le côté Montparnasse de l'époque, c'est-à-dire les gens, en effet, comme dit le nouveau riche qui arrive, c'est vraiment les artistes. Bon, ce milieu d'artistes, les gens assis par terre, les filles assises par terre, ce qui, à l'époque, était tout simplement insensé dans toute autre population sociale. Et bien là, les artistes ont la possibilité d'avoir cette sorte de liberté qui vous est montrée, et tout ça sans aucune insistance, absolument comme si c'était naturel. Et là, on en revient aussi à l'une des choses que n'a fait que répéter Renoir toute sa vie, on fait comme si. On fait comme si c'était comme ça. Et le comme si, comme ça, c'est tout le génie de Renoir. À vous de voir comment il fait. Et ça, je vous jure que, outre le plaisir, je répète, du film que l'on voit,